Rebonjour, voici donc la deuxième partie du cours sur les anticorps thérapeutiques qui va être dédiée plus à la clinique, donc c'est-à-dire aux utilisations qu'on a des anticorps thérapeutiques en clinique en médecine humaine, et puis quelques limites des anticorps. Les anticorps thérapeutiques, donc à but de soigner des maladies, sont des préparations d'immunoglobulines. On dit anticorps parce que on connaît la spécificité vis-à-vis de l'antigène. C'est une immunoglobuline de spécificité déterminée. Ce sont majoritairement des IgG1. Elles sont soit monoclonales, soit polyclonales. Monoclonales pour dire une seule cible qui est reconnue par l'anticorps. C'est le cas d'anticorps, donc les anticorps qu'on dit monoclonaux comme l'éculizumab, le rituximab, le panitumumab et bien d'autres. Ces anticorps sont utilisés dans des indications extrêmement vastes, que ce soit donc tout ce qui est en vert, c'est-à-dire la cancérologie, la transplantation, l'ophtalmo, l'endocrinologie, etc. On les distingue des immunoglobulines polyclonales. Là, on ne parle plus d'anticorps, mais d'immunoglobulines, parce qu'on a un pool de spécificité variée dans le flacon. On n'a pas une seule séquence protéique, une seule protéine, glycoprotéine dans le flacon, de structure relativement déterminée. Là, on a vraiment un pool assez large de spécificités variées, même si on sait contre quoi on les a dirigées, c'est-à-dire qu'on a pu purifier par l'affinité des immunoglobulines, donc on sait ce qu'elles visent globalement. En revanche, on n'a pas d'idée de leur séquence individuelle et il peut y avoir plusieurs millions d'espèces différentes dans le flacon. Encore une fois, malgré cette relative hétérogénéité, les immunoglobulines polyclonales sont indiquées dans des domaines relativement vastes: transplantation, auto-immunité, déficit immunitaire. On a aussi en haut à droite là, le Viperfav qui est un antivenin. Donc voilà, des indications qui restent relativement vastes. Un anticorps monoclonal, on va caractériser sa séquence protéique, c'est-à-dire qu'on va connaître finement l'enchaînement des résidus d'acides aminés qui le composent et on va déterminer à quel point il ressemble à l'humain ou à quel point il reste semblable à la souris, dont une partie des anticorps sont issus puisque initialement ils sont fabriqués chez la souris. Donc les anticorps qui sont murins, ils vont avoir un suffixe, donc une partie de leur mot, de leur nom de développement qui va être en mo, M-O, comme mouse pour souris en anglais. Quand on les humanise un petit peu, on dit xi pour chimérique. Le degré d'humanisation au-delà va être zu, le suffixe zu comme trastuzumab pour dire qu'ils sont humanisés. Et enfin, on a les anticorps qui sont entièrement humains, qui contiennent le segment clé mu. Voilà ce que ça donne en termes de séquence. Un anticorps complètement murin, donc les parties oranges sont les parties murines. On va avoir la totalité de la séquence de l'anticorps qui se rapproche beaucoup de la séquence de protéines murines, de protéines de souris. Quand on passe à des chimériques, il n'y a que les parties variables, les fragments variables qui contiennent des séquences murines. Quand on passe aux humanisés, il n'y a plus que les CDR qui sont d'origine murine. Et on peut aller jusqu'à humaniser les séquences contenues dans les CDR pour avoir des anticorps de type totalement humain, où il ne reste plus de séquences murines. Les anticorps monoclonaux comprennent pas seulement des anticorps avec des FC, on a aussi ce qu'on appelle des nouveaux formats, comme les FAB'2, qui sont la plupart du temps issus de clivage enzymatique. Les FAB, donc FAB, pégylés. Donc là, on a les petites structures noires en fait qui sont du polyéthylène glycol qui va servir à stabiliser la structure et augmenter sa demi-vie. Les single chain fragments variables SCFV qui sont en fait des 1FV. Alors normalement, un FV c'est une partie de chaîne légère et une partie de chaîne lourde. Là, on va mettre un petit linker peptidique entre les deux. Donc là, c'est de la protéine effectivement entre les deux qui sert juste à stabiliser cette structure et qui va être utilisée toute seule. Alors ça, c'est des structures qui passent le rein, donc qui sont éliminées dans les urines assez rapidement alors que les anticorps sont trop gros et qui ne sont pas éliminés dans les urines. Et donc ça, c'est principalement des applications où on veut que le temps de rémanence dans l'organisme soit relativement faible, relativement contenu. Donc on va avoir des durées de vie dans l'organisme de l'ordre de quelques heures. Encore plus petits, les nanobodies. Donc là, c'est souvent un fragment variable de chaîne lourde. C'est un format qui nous vient du chameau, puisque le chameau a tendance à faire des immunoglobulines avec que de la chaîne lourde.
et qui présente un certain nombre d'avantages, notamment un CDR3 qui est très long et qui peut permettre d'aller chercher des antigènes qu'on a du mal à reconnaître avec des anticorps classiques, mais ça peu importe. Voilà, un beau chameau. En termes de taille, voilà, la limite de filtration par le rein, elle est aux alentours de la taille du FAB là. Et en gros, ce qui est au-dessus, c'est retenu par le rein, donc c'est pas éliminé dans les urines. Et tout ce qui est en dessous, ça passe par la filtration glomérulaire et donc c'est éliminé dans les urines. Un autre format qui est plus si nouveau que ça maintenant, puisqu'il y a déjà des biosimilaires, donc ça veut dire qu'il y a plus de 20 ans d'existence sur le marché, c'est ce qu'on appelle les protéines de fusion, où en fait on va coupler un FC d'anticorps qui va servir à recruter le FcRn et donc à augmenter la demi-vie de la protéine, à une partie de récepteur. Donc là, par exemple, dans le cas de l'étanercept, c'est le récepteur au TNF-alpha, et ça va servir de récepteur leurre. C'est-à-dire que ce récepteur, il va se promener dans le plasma, il ne va pas entraîner d'action quand son ligand, le TNF-alpha en l'occurrence, va s'y lier. En revanche, en capturant le TNF-alpha, il va limiter le pool, la quantité de TNF-alpha qui circule dans l'organisme à un instant donné. Et donc dans les maladies où les patients expriment trop fort cette protéine, le TNF-alpha, on peut utiliser de l'étanercept pour normaliser les niveaux de circulation de cette cytokine et donc limiter les dégâts qui sont causés par sa circulation en trop forte concentration. Enfin, pour revenir sur les anticorps armés qu'on a vus au début, les anticorps armés, par exemple ici l'adcetris ou brintuximab vedotin, donc là, la technologie d'accroche, c'est, on reconnaît les emplacements des ponts disulfures. Et ce qui va se passer, c'est que les ponts disulfures vont être réduits chimiquement dans un réacteur, peu importe, un contenant adapté. On va réduire les ponts disulfures et on va mettre en contact avec ici la védotine, qui est en fait le couple entre un cytotoxique et ce qu'on appelle un linker, c'est-à-dire une molécule qui va servir à faire la liaison entre la cytotoxique et l'anticorps. Et donc comme chaque réduction de pont disulfure va libérer 2 groupements thiol, des groupements SH, le fait de réduire les 4 ponts disulfure va donner potentiellement 8 sites de liaison. Et là, les petites étoiles représentent la védotine, donc c'est 8 molécules de védotine qui sont couplées sur l'anticorps. Parmi les mécanismes d'action qui sont utilisés en clinique, on a la neutralisation, on retrouve la neutralisation. Par exemple, des anticorps antiviraux, comme le palivizumab, qui reconnaît le virus respiratoire syncytial, qui est le virus responsable des bronchiolites du nouveau-né. Donc c'est une maladie hivernale qu'on trouve chez les nourrissons. Et le palivizumab va venir tapisser la surface de ce virus et l'empêcher finalement de trouver sa cellule, de reconnaître la cellule et de rentrer dedans. On peut avoir aussi des inhibitions d'interaction. Par exemple, là on est dans le cas d'un lymphocyte T régulateur qui va faire rentrer en énergie un lymphocyte T. Alors l'énergie, c'est quand un lymphocyte T se met au repos et arrête de fonctionner. Donc on peut imaginer que ce soit un lymphocyte T qui soit dirigé contre une cellule cancéreuse et que pour des raisons d'environnement cytokinique, c'est-à-dire de message ambiant dans l'environnement de la tumeur, il y ait un lymphocyte T régulateur qui vienne inhiber le lymphocyte T anticancéreux. Donc lui, il se met en énergie et la tumeur, elle est tranquille, elle peut pousser. Dans l'idée de bloquer cette interaction, ont été développés ce qu'on appelle les inhibiteurs d'immune checkpoint, notamment l'ipilimumab, qui vient bloquer l'interaction entre deux partenaires moléculaires, CTLA4 et son ligand, et empêcher donc le lymphocyte T régulateur de venir mettre en énergie le lymphocyte T anticancéreux pour augmenter, favoriser la réponse contre la cellule malade. On a plein d'autres exemples d'inhibition d'interaction, je ne vais pas les développer. On a, à l'inverse de cette inhibition d'interaction, donc là on avait une interaction entre le CTLA4 et son ligand, qui était une interaction inhibitrice. Il y a un scandale sanitaire qui s'est produit dans les années 2000, qui était autour d'un anticorps qui avait pour but encore une fois, de restaurer la réponse immunitaire, c'est-à-dire de la favoriser, de la faire s'emballer, la faire augmenter. Et ça a été un drame parce qu'on avait mal étudié le système immunitaire des animaux, en particulier des singes chez lesquels c'était testé. Et donc, c'était un anticorps qui était super agoniste, c'est-à-dire qu'il se fixait à un récepteur et qu'il l'activait. Là, on n'était pas en train d'inhiber une voie inhibitrice,
on était en train d'essayer d'activer une voie activatrice. Ce qui s'est passé, c'est que la cible n'était pas répartie sur les mêmes cellules chez l'animal et chez l'homme. Et chez l'animal, cet anticorps qui s'appelle TGN1412, je crois que c'est pas écrit. Si, là, le TGN1412 montrait des résultats très décevants, il n'y avait pas beaucoup d'activation du système immunitaire. Et donc, on est allé un petit peu confiant chez l'humain avec cette molécule. Et en fait, ce qui s'est passé, on voit la Drug Test Elephant Man, et puis on voit des notions d'essais cliniques de patients en conditions critiques. Donc, le superagoniste marche très bien chez l'homme, un peu trop. Et donc, les patients ont fait ce qui est notamment décrit dans le cas de la maladie Covid-19, des orages cytokiniques, c'est-à-dire un emballement du système de messages entre les cellules immunitaires, avec des messages contradictoires beaucoup trop importants, et puis donc physiquement, cliniquement, des problèmes de circulation du sang, des nécroses, des gens qui ont perdu des doigts, qui ont fait des chocs hypovolémiques, qui sont passés en réanimation. Et cet essai-là, il est important parce que depuis cette date-là, on n'a plus le droit, quand on fait une première administration de médicaments chez l'homme, d'inoculer plusieurs patients en même temps. Voilà, on passe sur ce petit drame. Et puis, on va aller sur les anticorps cytolytiques, donc qui recrutent des effecteurs, notamment le rituximab dirigé contre le CD20, et puis le trastuzumab qui fonctionne un peu pareil. Donc là, on a la cellule cible, qui est une cellule malade, on va dire, qui exprime le CD20. Le rituximab vient se fixer dessus et recrute des effecteurs, donc que ce soit des cellules cytotoxiques, le système du complément, ou bien des cellules phagocytaires. Et donc là, en l'occurrence, pour ce qui est de l'interaction avec le lymphocyte T, mais ça fonctionnerait pareil avec une cellule NK, on va avoir l'entrée en apoptose liée à la libération du contenu des vésicules du lymphocyte T qui contient de la perforine et du granzyme D. Donc les limites des anticorps thérapeutiques, on les a déjà un petit peu abordées. Des effets indésirables, notamment s'il y a des différences de voies de signalisation ou de répartition de la cible entre l'animal et l'homme. C'est le cas notamment donc pour le CD28. L'expression d'une cible dans les tissus sains, c'est-à-dire en fait un effet indésirable qui est juste lié au fait que la cible ne soit pas spécifique de la cellule malade. C'est le cas, donc là la protéine qui est représentée ici c'est HER2, donc c'est un récepteur de la famille des ERB, qui est la cible du trastuzumab, qui est un anticorps thérapeutique. Cette cible se trouve sur les tumeurs, notamment les cancers du sein, et sur le tissu cardiaque. Enfin, en tout cas, il y a des récepteurs qui sont très proches, qui sont sur le tissu cardiaque. Et donc, quand on va administrer l'anticorps sur la tumeur, donc on va le mettre dans la circulation générale, on ne va pas faire de distinction entre les tissus, il va circuler notamment dans le cœur et risquer d'abîmer le tissu cardiaque. Il faut retenir que globalement, les anticorps monoclonaux ont une efficacité faible en monothérapie, c'est-à-dire quand ils sont utilisés tout seuls, il y a des résistances qui surviennent, notamment parce que les cellules peuvent diminuer l'expression de la cible ou en tout cas l'exposition à leur surface. Elles expriment pour ça des molécules, des enzymes qu'on appelle des métalloprotéinases, MMP, Membrane Metalloplasmine. Oui. Donc, notamment ADAM10, donc, qui est une de ces métalloprotéinases, qui vient tondre la surface, couper les récepteurs à la surface de cette cellule. Et donc, une fois qu'il n'y a plus de récepteurs, l'anticorps a beau se fixer sur les récepteurs ils sont en solution. Et donc, les partenaires du FC, les cellules phagocytaires, les cellules cytotoxiques, le système du complément, viennent plus s'accrocher sur la surface de la cellule et sont plus capables de la détruire. On peut avoir des non-réponses primitives primaires, c'est le cas quand l'anticorps n'est pas adapté pour l'antigène. Et notamment, c'est le cas avec un anticorps qui s'appelle eculizumab, qui normalement cible la protéine C5, qui est une protéine du complément, du système du complément, qui est parfois impliquée dans des mécanismes physiopathologiques, dans des pathologies auto-immunes. Et il y a des patients qui ont des polymorphismes, donc des mutations dans ce C5, qui font que l'anticorps ne reconnaît pas, là on voit bien que la clé ne peut pas rentrer dans la serrure, que l'anticorps est incapable, mais dès le départ, c'est-à-dire que ce n'est pas une réponse, une résistance qui apparaît, c'est une résistance dès le début du traitement. Les patients ne sont pas du tout répondeurs à cette thérapeutique.
Je disais tout à l'heure que le format anticorps seul, il est souvent inefficace. Alors il faut nuancer parce que les anticorps armés, les immunoconjugués qu'on a vus un petit peu plus tôt, sont des agents qui peuvent s'utiliser en monothérapie. Et là, on a un petit peu en fait une thérapie 2 en 1, puisqu'on n'est plus vraiment sur le format anticorps dans la mesure où on n'utilise pas tellement les fonctions effectrices de l'anticorps. L'anticorps sert vraiment juste de véhicule pour la chimio, et donc c'est à la limite entre une thérapie par anticorps et une thérapie de type chimio. Ensuite, on peut avoir des immunisations à l'encontre de l'anticorps, c'est-à-dire que l'anticorps reste, peu importe le degré d'humanisation, une protéine exogène, une protéine du non-soi, puisqu'il y a au moins les CDR qui sont du non-soi dans la mesure où si le patient, si la personne qui est traitée avait déjà cet anticorps en elle, donc que les CDR étaient considérés comme du soi, elle ne serait pas malade, ou alors elle serait malade parce qu'elle serait auto-immunisée. Mais donc ces CDR-là constituent ce qu'on appelle l'idiotype, et c'est une partie contre laquelle on peut toujours s'immuniser dans un médicament de type anticorps. Quand on s'immunise, on fait des anticorps qu'on appelle des anticorps anti-médicaments, anti-drug antibodies. Quand ils sont dirigés contre l'idiotype, on appelle ça des anti-idiotypes. Et donc, une fois que l'organisme s'est immunisé contre le médicament, ce couple-là, il part à la poubelle, puisque les immuns complexes sont dégradés, sont catabolisés, ou alors ils peuvent faire comme une réaction un petit peu de type allergique, c'est-à-dire faire des réactions à la perfusion qui peuvent aller jusqu'au choc, et donc potentiellement au décès du patient. Donc c'est pas anecdotique et c'est relativement important. Pour pallier une partie de ces manques d'efficacité ou de ces risques, on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie moléculaire. L'humanisation, par exemple, des anticorps, c'est de l'ingénierie moléculaire. On prend les séquences codantes et on va modifier par des techniques de PCR notamment, on va modifier les séquences d'anticorps pour les rendre plus humaines, pour augmenter l'affinité pour la cible, augmenter l'affinité pour les effecteurs pour les recruter mieux, augmenter l'élimination de l'antigène en modulant l'affinité en fonction du pH, en fonction de la concentration en certains ions. On peut faire de l'ingénierie moléculaire pour augmenter la demi-vie d'un anticorps en faisant des mutations dans l'interface d'interaction avec le FcRn. On peut aussi faire des mutations pour diminuer les effets indésirables, pour diminuer la susceptibilité aux enzymes. On parlait tout à l'heure des cellules cancéreuses qui sont capables de cliver l'anticorps ou de cliver des protéines membranaires. Donc on peut par ingénierie moléculaire augmenter la résistance aux enzymes, puisqu'une enzyme va reconnaître une séquence cible, et donc si on mute cette séquence, on va limiter ou modifier l'affinité et la reconnaissance par l'enzyme, en sachant qu'à chaque fois qu'on fait une petite mutation, donc les buts, ça va être augmenter l'affinité, augmenter l'efficacité, tout ça, mais les conséquences, c'est qu'à chaque fois qu'on mute un résidu quelque part sur l'anticorps, on risque d'avoir des effets qu'on n'a pas anticipés qui peuvent constituer des effets indésirables ou limiter l'efficacité. Ça, c'était des exemples pour dire, quand on fait des augmentations d'efficacité en mutant des résidus dans le paratope ou en mutant des résidus dans le FC, on risque de modifier la demi-vie ou d'augmenter les effets indésirables. Quand on fait des mutations pour augmenter la demi-vie, on peut très bien modifier le profil d'efficacité du médicament. Donc c'était des exemples un petit peu, mais on en verra plus en travaux dirigés. Donc une petite diapo pour reprendre les limites de ces anticorps. Dans les mécanismes de résistance, il y a par rapport à la cible, donc la cellule cancéreuse elle-même par exemple, elle peut down-réguler, c'est-à-dire limiter l'exposition, limiter la synthèse de la cible. Là, il y a moins de cibles pour l'anticorps, donc moins de choses auxquelles il peut s'accrocher, moins d'efficacité. Faire du shading, donc couper, tondre sa surface. Et puis, il y a des mécanismes de compensation puisque les voies de signalisation, qu'on peut cibler avec des anticorps monoclonaux, sont sujettes à deux types de phénomènes qu'on appelle la redondance et la pléiotropie. La redondance, c'est quand on a plusieurs cytokines qui exercent le même effet sur une cellule. Elles sont dites cytokines redondantes. Et donc, par exemple, si on fait un anticorps pour cibler la cytokine X, l'effet sur la cellule cible va être compensé par les deux autres voies et on n'aura rien gagné.
A l'inverse, si on fait un anticorps qui cible le récepteur de l'effet A sur la cellule cible, à ce moment-là, on va bloquer les 3 cytokines. Presque à l'inverse, la pléiotropie, c'est quand on a une cytokine qui exerce des effets, semblables ou différents d'ailleurs, sur des types cellulaires ou des récepteurs différents. À ce moment-là, bloquer la cytokine risque de faire apparaître des effets indésirables sur d'autres cellules, puisque ce n'étaient pas des cellules ciblées. Il n'y a que celle-là qui est malade et puis celles-là, elles vont bien. Mais quand on coupe l'alimentation en cytokine, les effets vont se ressentir sur les cellules 2 et les cellules 3. Et à l'inverse, faire un anticorps qui va uniquement cibler le récepteur à l'effet A sur la cellule 1 va permettre d'éteindre une seule voie de signalisation et de maintenir les autres. Une autre façon de résister pour une cellule, c'est effectivement d'exprimer des métalloprotéinases pour cliver la charnière. Et on peut faire des mutations dans cette charnière pour augmenter leur résistance aux enzymes, tout en sachant que chaque mutation faite dans la charnière va, par exemple, diminuer, peut modifier en tout cas la durée de vie par diminution, modification de la souplesse. Et donc on avait vu que par rapport au FcRn, c'était important d'avoir une grande souplesse pour être cyclé. Donc par exemple, en faisant une mutation qui va limiter la sensibilité aux métalloprotéinases, on a un risque de faire un anticorps qui soit avec une durée de vie beaucoup plus faible. Les anticorps manquent d'efficacité en monothérapie, donc le développement des ADC. Et c'est la fin de ce cours. On se retrouve en fin de semaine pour les travaux dirigés. Merci de votre attention.